La gestion, bonjour. Vendredi, milieu de journée, nous faisons le point sur l'actualité d'une semaine économique et financière, d'une semaine qui a été une semaine de forte reprise sur les marchés financiers, la deuxième de suite, avec mon invité Christian Gignola. Bonjour Christian, vous êtes le patron de Gaspal Gestion. Et bien nous allons commencer tout de suite avec les impressions macro. Alors Christian, depuis votre dernière venue, qui était un peu avant l'été, il s'est passé plein de choses. Et il s'est passé notamment cette prise en compte d'une crise de croissance chinoise, dont nous avions d'ailleurs parlé quand vous étiez venu à la fin du premier semestre. Alors, la Chine fait craquer la croissance mondiale. Est-ce qu'on voit tous les scénarios? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la Chine fait craquer la croissance mondiale, c'est peut-être pas l'effort, mais je crois que le fait que l'activité manufacturière en Chine est en croissance de plus en plus faible. Ça se traduit dans les chiffres comme la consommation d'électricité. Alors justement, vous nous avez apporté un graphique de la consommation d'électricité en Chine. Je vous avais déjà apporté. Voilà, qu'on va regarder. Donc, que nous suivons régulièrement. On voit très bien que cette croissance qui était proche de 10%... Donc quand elle faisait le PIB, quand on avait un PIB à 10, elle faisait pas loin de 10. Elle n'était pas loin, et on n'est plus qu'à 2,8. Alors, c'est vrai que à cela, les économistes répondent que l'économie chinoise est en train de virer vers une économie de services et de consommation, et que donc il est normal que l'activité manufacturière représente une part moins importante. Or, la consommation d'électricité est quand même très liée à l'activité manufacturière plus qu'à l'activité de services. Bien sûr. Même s'il faut bien de l'électricité pour faire fonctionner ce beau studio. Donc, ce qui est intéressant, je trouve quand même, c'est qu'il y a beaucoup de pessimisme au sujet de la Chine, mais le FMI a récemment revu ses croissances pour le monde, légèrement en baisse d'ailleurs, puisqu'on n'est plus qu'à 3% au lieu de 3,3%. Mais elle a très peu revu à la baisse sa croissance sur la Chine, qu'elle voit plutôt aux alentours de 6,5%. Donc c'est pas très loin des chiffres officiels, on va dire, des chiffres officiels de 7. C'est pas si loin des chiffres officiels, et c'est sans doute plus optimiste que ce qu'on peut lire à droite et à gauche. Donc, et vous achetez ce scénario, si j'ose dire? J'achète surtout le fait qu'on a malheureusement qu'on est dans le brouillard. Et alors, je dois dire que c'est toujours très, très énervant d'être dans le brouillard, mais quand je vois que même la Fed, son attitude montre bien que même la Fed est dans le brouillard et elle dispose de beaucoup plus d'informations que nous sur la marche de l'économie à la fois du monde et des États-Unis. Je crois qu'on est vraiment dans une période où on a du mal à... Oui, on est sur une période de rupture. La Chine, l'usine du monde, a tiré la croissance avec les émergents. On est sur une période de rupture. Votre scénario, néanmoins... il y a des points d'appui. Est-ce que les États-Unis et l'Europe sont des points d'appui? Il y a ce qu'on a peut-être oublié cet été, c'est que les points d'appui qu'on avait en début d'été, la plupart sont encore là. Le dollar n'a pas rebaissé fondamentalement par rapport à l'euro, même s'il n'a pas remonté. Ça fait quand même une dévaluation de l'ordre de 40% par rapport à l'année dernière. Le pétrole, il a peut-être remonté la semaine dernière. Il est passé de 45 à 50. Bon, enfin, on était à 110 il y a un peu plus d'un an. Les taux d'intérêt, on voit très bien que maintenant, la politique menée par la Banque centrale européenne est une politique qui vise à contenir la monnaie vers le bas, éviter que l'euro ne remonte. Les chiffres d'inflation sont très très bas puisque les matières premières sont très très basses. Donc la BCE va maintenir des taux d'intérêt bas longtemps. Tout ceci n'est pas mauvais pour le marché européen. Alors l'économie européenne, on voit qu'elle se reprend, on voit que les ventes d'automobiles se reprennent fortement. Oui, en Italie, récemment, quand il y a eu des chiffres de 10-12%, etc. En Espagne, je crois qu'en Europe, globalement, pour le mois de septembre, on est à plus 7. Enfin, ça, on est entre 7 et 8. Tout ça sont les signes quand même. Donc, vous pensez que la demande de crédit reprend. L'Europe est bien engagée pour une croissance pas énorme, mais une vraie croissance. Je crois qu'on est reparti, c'est le phénomène des cycles. Oui. Donc le phénomène de cycle joue pour nous. Alors justement, vous en avez parlé un peu.
Est-ce qu'on a toujours peur de la déflation, inflation, déflation, la politique des banques centrales? Alors, comme vous dites, la Réserve fédérale, qui nous avait annoncé grosso modo qu'elle allait monter ses taux en septembre, les a pas montés en septembre, et maintenant, on imagine qu'elle ne les montera même pas en décembre. Alors, est-ce que c'est la peur de la déflation, ou est-ce que... Parce que finalement, on importe de la déflation de Chine, bien entendu. Oui. Je pense qu'ils sont bien embarrassés. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs. Les marchés non plus, parce que ce qui est très étonnant, c'est que il y a 3 semaines, lorsqu'on a été déçu par le fait que la Fed n'en montrait pas ses taux, ça s'est traduit par les marchés par l'idée que la croissance serait moins forte que prévu, donc les marchés ont baissé. Oui, on a été revoir les fameux cours du fameux crack du 24 voilà. août. Oui. Et puis la semaine dernière, quand la Fed a dit « je ne monte pas mes taux », on a dit « mais c'est formidable, les taux vont rester bas », et donc le marché a monté. Et on prend 12% en 15 jours. Voilà. Alors, ça montre quand même l'incertitude dans laquelle on est en ce moment. Moi, si j'ai un pari à prendre, je regarde un peu ce que disent les marchés. Les marchés disent aujourd'hui qu'il y a à peu près 40% de chances qu'on monte en décembre et 60% d'ici le mois de mars, 16. Donc, j'avoue que j'en sais pas plus. Voilà, on n'en sait pas plus. Non. Et alors, la Banque centrale européenne, on a l'impression qu'il y a une petite pression sur elle pour elle qu'elle accélère son fameux quantitative easing, ses injections monétaires. Et c'est clair qu'elle a peur que le mouvement que fera la Fed, qui est nécessairement vers le haut, quand on est à zéro, c'est difficile de baisser. Bon, ça peut entraîner, ça entraînera une pression sur le dollar, normalement vers la hausse, qui devrait la satisfaire, mais elle maintiendra ses taux bas, malgré tout, pour... Donc ça c'est un moteur à la fois pour l'économie et pour les marchés. Dernier point, vous en avez dit un mot, le pétrole qui est passé au-dessus de 50, qui attaque même les $54 pour le baril de Brent. Ouais. C'est quoi? C'est une réaction technique? Ou c'est quelque chose... Cette semaine, les matières premières ont violemment rebondi sur des baisses considérables, bien entendu. Mais c'est durable pour vous? Alors, encore une fois, c'est difficile de prévoir ce que fera le pétrole. Il y a les plus grands bureaux d'analyse ou les plus grands... Oui, Morgan Stanley est passé de 200 à 20, oui, pratiquement en 2 ans comme objectif. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rebonds, soit de matières premières, soit de titres, d'ailleurs, qui viennent des rachats de short. Quand vous avez des marchés comme ça qui ont un trend fortement marqué, il y a une spéculation forte qui joue. Donc les gens ont fortement joué à la baisse le prix du pétrole. Quand on joue à la baisse et qu'on voit qu'il y a un petit risque de remonter, il y a plus grand-chose à gagner à la baisse. Vite, on essaye de se couvrir, on rachète, donc et ça entraîne des mouvements. On est dans une mouvements. phase technique et pas dans une phase fondamentale pour vous. C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. C'est une phase technique. Ouais. Nous passons aux réalités micro. Alors, depuis ce fameux lundi noir du 24 août, volatilité exceptionnelle. Donc les fameux cours du 24 août, les 4230 pour le CAC 40, on les a retrouvés le 24 août, mais aussi grosso modo le 24 septembre, et même un peu plus. Entre-temps, on avait repris 13% dessus, et là, depuis 8 jours, on a repris 13%. Donc est-ce qu'on se stabilise provisoirement autour, ce qui est pour le CAC 40, c'est entre 4007 et 4008, c'est-à-dire une zone plutôt d'incertitude qu'une zone technique de hausse? Moi, je crois que nous sommes en ce moment dans une période, depuis 2 mois, où nous n'avions pas de résultats de société. Oui, donc les marchés étaient dans le vide. Alcoa a publié hier ses premiers résultats aux États-Unis, qui n'étaient pas très bons d'ailleurs. Ça c'était attendu, parce que les cours d'aluminium n'étaient pas bons. L'aluminium baisse, je crois, de 13 ou 14%. Donc on rentre dans la période des résultats. Et je crois que ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on va peut-être revenir aux réalités, c'est-à-dire à quels sont les résultats des entreprises. Donc on va trier. On va trier entre justement les bonnes et les mauvaises. Là-dessus, moi, sur les États-Unis, je ne suis pas très pessimiste, parce que le consensus est une baisse à peu près de 4% des résultats.
Mais si on regarde derrière, dans les résultats d'entreprises aux États-Unis, dans les indices, le secteur de l'énergie fait plus de 15% Oui, donc de l'indice. hors pétrole, on fait en Or, l'énergie, on prévoit des baisses de l'ordre de 65% des résultats. C'est un bain de sang au Texas, etc. Si vous voulez acheter des bureaux aujourd'hui à Houston, c'est le moment. Ou dans le Dakota du Nord. Dans le Dakota du Nord. Si vous enlevez ça, vous voyez que pour faire moins 4, quand vous avez moins 65 sur 15%, ben ça veut dire qu'on va être dans des croissances de l'ordre de 6-7% sur beaucoup d'autres secteurs. Et donc, on ne peut pas être totalement Alors, des secteurs comme négatif. quoi Alors, cette semaine, par exemple, dans la consommation, on a eu PepsiCo qui annonce pour son 3e trimestre, il est en décalé mieux que prévu, mais Yum Brands, Kentucky Fried Chicken et puis les pizzas, un peu en dessous. Oui, alors, il y a un facteur qui joue pour toutes les sociétés américaines multinationales qui est négatif, c'est le dollar, Oui, puisque ce qui nous pénalisait, nous, il y a un an, les pénalise donc eux. là, c'est le Il y a cas un du effet Brands, dollar mais qui est le même pour PepsiCo. PepsiCo, il est le même alors qu'ils ont plutôt surpris. Yum Brands. Je crois que Yum Brands, d'après ce que j'ai compris, ce qui les pénalise, à part le dollar, c'est le fait qu'ils ont des difficultés en Chine. Alors, ils sont quand même sur des créneaux de type de consommation, style Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, Pizza Hut, etc., qui sont un petit peu éloignés des styles d'alimentation normaux des Chinois. Donc ils ont devant eux une barrière quand même qui est forte. Alors que PepsiCo, on est dans les sodas, on est dans les... Non, donc d'une manière générale, aux États-Unis, vous dites, on va trier dans les secteurs. En pétrole, ça va plutôt être bon. Voilà, exactement. On s'arrête là. Alors, toujours actualité, Deutsche Bank nous a un peu secoué, annonce de perte, annonce de dividendes coupés. Et dans le même temps, Crédit Suisse annonce une forte recapitalisation. Il faut dire qu'ils étaient en retard sur UBS, sur le plan des fonds propres. Alors, ce secteur, au-delà même de Deutsche Bank. Sur Deutsche Bank, je dirais simplement que c'est la grande banque européenne qui est la plus impliquée sur les marchés. Donc, c'est elle qui a rencontré le plus de problèmes d'amende parce qu'ils sont sur tous les grands marchés de taux, de devises, etc. Oui, les fameux marchés de taux qui ont été un peu manipulés. Et il y avait quelques petites ententes entre etc. Deuxièmement, c'est une banque qui est en pleine réflexion sur la manière dont elle va se restructurer. Je dois dire que nous, on n'était pas très favorables. Alors c'est plutôt spécifique à Deutsche Bank qu'inquiétant pour HSBC ou BNP Paribas. Maintenant, ce qu'il y a quand même, c'est qu'il y a une tendance des autorités à resserrer les contraintes réglementaires, notamment en termes de besoin de fonds propres, ce qui explique notamment le fait qu'on dit que le Crédit Suisse ferait une augmentation de capital importante, sachant que les contraintes qu'a mis la Banque nationale suisse sont plus fortes que ce que ne met la Banque centrale européenne. Pour finir, les banques françaises, elles avaient plutôt bien passé les tests. Elles avaient plutôt bien passé les tests. Et je trouve qu'elles se comportent plutôt bien. Alors, encore de l'actualité, on a une activité fusion-acquisition qui reste vive avec ces spéculations autour de Dell EMC. C'est des mises à 40 milliards de dollars, donc c'est pas tout c'est de l'argent. Alors, ça, c'est méga deal, style de l'EMC, style ABN. Un BEV qui cherche à prendre... C'était les deux plus gros brasseurs qui cherchaient à fusionner, qui ont du mal à le faire. Ça, c'est quand même le signe que les taux d'intérêt très bas permettent de financer et on en profite. Donc d'un côté, les taux d'intérêt très bas, ce qui permet de s'endetter lourdement, et de l'autre côté, essayer d'avoir des synergies du fait que quand on est dans les mêmes métiers, dans les métiers très, très proches, il y a forcément des synergies à trouver dans les... Alors, plus petit chez nous, on va dire. D'abord, Chargeur. Donc, Chargeur, ça c'est... Monsieur Malone et Monsieur Sédou qui prend sa retraite. Ils prennent leur retraite, oui, tous les deux. Voilà, donc ils prennent leur retraite et donc ils cèdent leur titre à quelqu'un de plus jeune. Que cette croissance, que cette restructuration de ce groupe qu'ils ont fait est un peu menable. Il y a une étape, en tout cas. Oui, alors, il y a une introduction en bourse dans votre métier.
Amundi. Amundi, donc c'est la Amundi. filiale du Crédit Agricole et de la Société Générale Ouais. qui fait votre métier, qui gère pour compte de tiers des actifs. Alors, c'est un des 10 premiers mondiaux. Hein. Ça Oui, c'est pas montre n'importe qui. le succès de la France dans ce domaine. C'est presque 1000 milliards d'euros d'encours. Ça va être une très belle introduction. Il y a les chiffres qui circulent. Le document de base de l'AMF est sorti hier ou avant-hier. On donne quelques éléments d'appréciation. On serait dans l'ordre de valorisation de l'ordre de 8 à 10 milliards. Je crois que la société a déclaré qu'elle allait distribuer à peu près 60% Alors, de ses ce résultats. qui donne pas très confiance, c'est qu'on a l'impression que c'est introduit parce que la Société Générale veut prendre des bénéfices sur les billes qu'elle a apportées. Et même le Crédit Agricole a annoncé qu'il pourrait en vendre un petit bout. Oui, mais je crois que c'est très bon parce que ça va obliger dans le groupe du Crédit Agricole à ce qu'Amundi soit vraiment traité comme une société à part. Oui, c'est pas... Et quand on sait que les relations entre la société de gestion et la banque sont très étroites dans de grands nombres de domaines, comme par exemple le réseau Crédit Agricole. Oui, la distribution, c'est le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais. La salle des marchés du Crédit Agricole est utilisée pour acheter des titres, des valeurs, etc. Bon. Et donc, ça va obliger à remettre tout à fait au carré les relations, les mettre dans un contexte concurrentiel. Et je pense qu'on va arriver à quelque chose. Vous avez rien envie d'en faire à l'introduction? On ne connaît pas le prix. Voilà, quand on connaît le prix. Mais je pense que c'est intéressant. Si mes petits calculs sont exacts, si on capitalise de l'ordre de 8 milliards, on devrait arriver à un rendement de l'ordre de 3,5-4%. Oui, c'est satisfaisant, ça. C'est très satisfaisant. Et une valorisation légèrement inférieure à 1% des encours. Une activité résiliente, il y a peu de risques. C'est résilient. Maintenant, il ne faudrait pas que les marchés subissent des... Alors, dernier point, c'est pas de les fusions-acquisitions, mais il a suffi d'un seuil de 1% d'un grand fonds, d'un General Electric, quand même pas n'importe qui, pour que le titre prenne 5%. Là aussi, c'est que les gens croient qu'il se passe quelque chose dans l'économie. Alors, General Electric, c'est un cas de figure qui est très fréquent. Souvent, quand une société passe par une période où elle cède beaucoup d'actifs, c'est le cas de General Electric, ça a été le cas de Vivendi, on peut en citer d'autres. Il y a toujours un prédateur qui se réveille. Qui se réveille. Dans le cas de Vivendi, ça a été Bolloré. Dans le cas de GE, c'est Pels. Notamment, alors, dans le cas des activistes, pour dire... Vous devriez plutôt rendre cet argent aux actionnaires plutôt que de le garder, alors que le management a tendance à garder l'argent pour essayer de se développer par la suite. Bon, dans le cas de Bolloré, c'est un peu différent, puisque lui, il cherche plutôt à prendre le contrôle. Oui. Mais donc, Pels, c'est un mouvement normal. Le débat va être animé entre on rend cet argent aux actionnaires, sachant qu'en 2 mots, General Electric était devenu, après de la moitié des résultats, une énorme banque qui faisait tout, etc. Ils ont décidé de replier toute l'activité financière, il ne garde que celle qui est liée à l'activité industrielle. Donc tout ça, ça génère des montants de cash très importants. Alors, actualité des valeurs. BP. Alors BP, on a parlé beaucoup de Volkswagen ces dernières semaines, et BP a 2 milliards de dollars d'amende à payer sur sa fameuse marée noire. Alors, ce que j'ai retenu de cela, c'est que le 20 milliards, c'est à peu près ce qui avait été demandé au niveau des problèmes de pollution. Et ce qu'on voit, c'est que ça a pris 5 ans. Donc, et 5 ans sans procès, c'est-à-dire que c'est un accord. Et ça se termine par un accord, en tout cas aux États-Unis. Mais aux États-Unis, en général, les choses se terminent par un accord. Mais donc 5 ans. Donc ça nous donne une idée qu'on est sans doute parti pour petit peu longtemps. Pour un petit moment sur Volkswagen. Sur Volkswagen. Alors Air France, là, on en parle tous les jours. On voit le DRH déshabillé. On voit aussi quand même des vrais chiffres, les chiffres du trafic. Oui. C'est le cas typique, malheureusement, d'un certain nombre d'entreprises qu'on retrouve en France qui n'ont pas su s'adapter suffisamment vite.
En plus, Air France bénéficiait toujours d'une sorte de statut semi-public. On n'a jamais fait de plan de licenciement, on a tout, etc. Bon, eh ben, ça ne tient plus, ça. Et quand on a des concurrents comme les nouvelles compagnies low cost, quand on a des concurrents sur les longs courriers comme comme les sociétés du Golfe, etc., eh ben, il faut faire un gros effort. Et nos pilotes, pour ne prendre que, je crois, travaillent 20% de moins, par exemple, que ceux de Lufthansa. Ou même de KLM, qui sont dans le même groupe. Alors, KLM sont dans le même groupe. Donc, il y a quelque chose à faire. Donc je crois qu'il faut qu'on change les mentalités. Et sur le trafic, il y a eu des chiffres du trafic, évidemment. Oui, alors ce qui est toujours catastrophique, c'est le cargo, c'est-à-dire c'est les transports de marchandises. Pour vous donner une idée, quand même, on est sur des coefficients de remplissage de l'ordre de 60%. Ah oui, c'est très, très, très... C'est très bas. Ça veut dire même si le pétrole a baissé... Ça veut dire qu'il y a plus d'un tiers de l'avion qui est vide. Qui est vide, oui. Et qui part à vide, etc. Et sur les coefficients d'occupation pour les passagers, on est meilleur, on est autour de 87%. Oui, mais c'est le mois d'août qui est le meilleur, qui est presque le meilleur mois de l'année aussi. Et puis surtout, on est beaucoup moins bon chez Air France en recettes par kilomètre parcouru, parce qu'il ne suffit pas de remplir les avions, il faut aussi que les gens payent. Oui. Il faut aussi que les gens payent suffisamment. Bon, alors actualité toujours, SFR numéricable Altis, donc ça discute un peu plus que ce qu'on imaginait. On pensait que M. Drahi pouvait dire j'ai besoin de milliards, on me les donne. Ça discute plus, à la fois sur les obligations et sur les actions. Oui, alors, c'est-à-dire qu'on atteint des niveaux de dette, je crois qu'on est autour de 45 milliards, qui commencent à être importants. Et donc, je crois qu'on a atteint un peu les limites du système. Alors, Drahi, qui est très très malin, a fait changer les statuts de sa société qui est en Hollande, qui lui permet de garder un certain contrôle malgré l'augmentation de capital. Donc, il utilise à fond mais cette augmentation de capital a été très facile à lever. Été laborieuse, donc, quant à la dette, il a dû payer 10%, ce qui est très cher aujourd'hui. Oui, ça paraît énorme. Et donc, je crois que la conclusion, c'est que on va peut-être maintenant rentrer dans une période de 2 ou 3 ans où il va falloir faire ressortir les synergies. On peut se méfier un peu de lui, mais est-ce qu'on peut se méfier aussi du secteur sur lequel il va y avoir des pressions, SFR, Orange, etc. Bouygues Télécom a annoncé un plan de restructuration cette semaine. Oui, je crois que le grand débat, c'est vraiment de savoir, en tout cas en Europe, si les régulateurs vont admettre des fusions pour revenir de 4 à 3, par exemple, ce qui serait Oui, donc... Et ça, alors, un jour, on nous dit « ça va venir », le lendemain, il y a une déclaration qui est contraire. Donc, c'est un secteur qui a... Vous êtes investi dedans? Il y a un peu de rendement, vous aimez le rendement? Moi, je suis investi parce qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup d'incertitudes sur la croissance mondiale, sans doute moins d'incertitudes sur la croissance en Europe, sont vraiment des sociétés qui travaillent en Europe. Oui, on a vu la seule qui va mal, c'est Telefonica, parce qu'ils sont en Amérique latine. Exactement. Donc vous faites comme M. Bolloré qui achète du Telecom Italia, vous avez des télécoms. Moi, je trouve que ça donne un bon rendement, c'est solide. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très résilient. Ouais, c'est très résilient. Alors, Bureau Veritas, ça c'est une boîte, ils ont publié des perspectives formidables. Hein, alors, 7% de croissance interne par an pendant 4 ou 5 ans encore. Oui, je crois que, encore une fois, Bureau Veritas montre que c'est vraiment une des sociétés qui sont dans le top 5 ou 10, je ne sais pas, de l'excellence française. Ils sont à la fois sur un créneau de la certification, qui est vraiment à la base des échanges internationaux. On a besoin de savoir ce qu'on achète. Et justement, on aurait pu craindre qu'avec une révision à la baisse de la croissance mondiale, on sanctionne ce genre de boîte. Alors, c'est vrai que
la baisse du prix des matières premières et la baisse de l'activité de trafic a, dans certains secteurs comme les matières premières, le pétrole, ça a entamé le chiffre d'affaires de Bureau Veritas. Mais c'est une boîte ils arrivent à se retrouver et puis ils ont toujours une politique de croissance externe qui est solide. Bon, alors rapidement, Elior, ça recule un peu, c'est logique puisque c'est une introduction en bourse, les gens prennent leurs bénéfices ou stabilisent les portefeuilles. C'est toujours le danger quand des fonds d'investissement mettent en bourse une société, ils commencent par en mettre un petit peu, et puis pour nous attirer, et puis après, quand éventuellement le cours de bourse s'est bien comporté, ben, ils en remettent une couche, puisque voilà, finalement, leur objectif premier, c'est de vendre toute leur position. Ce qui est... C'est pas surprenant ce qui se passe. Donc il faut toujours se méfier un peu. Bien. Très rapidement fini, Arcelor, 25% de hausse cette semaine. Alors là, je ne crois pas qu'on puisse rattacher ça à une reprise des cours de l'acier ou des cours du fer, ou tout d'un coup un rebond de la construction en Chine. Non. Je crois qu'on est très typiquement dans des marchés de rachat de vendeurs à découvert. Il y avait une grosse spéculation à la baisse sur Arcelor. Alors maintenant, à ces niveaux-là, j'avoue que j'ai du mal à projeter où va le cours de matières premières, donc je m'abstiens. On en reste là. Et nous passons à la gestion. Je suis avec Christian Ginola, le patron de Gaspal Finance et Gaspal Gestion. Gestion. D'abord, les marchés obligataires. Christian, vous suivez les marchés obligataires. C'est important dans votre gestion. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, à la fois sur les emprunts souverains et puis ce qu'on appelle les corporates, c'est-à-dire les emprunts mis par des entreprises? Alors, je dirais qu'on a connu un scénario très classique, c'est-à-dire dans les périodes de stress des marchés financiers, les gens se reportent sur les souverains, sur les obligations souveraines. L'obligation souveraine par excellence, ce sont les treasuries aux États-Unis et c'est le Bund, l'obligation de l'Allemagne. En sens inverse, là où beaucoup d'investisseurs avaient mis leur argent dans des obligations de sociétés mal notées, qu'on appelle... Pour avoir du rendement. Pour avoir du rendement, à la recherche de rendement, ce qu'on appelle le high yield. Ces sociétés-là, c'est un secteur qui a souffert, puisqu'il a connu au contraire des ventes, puisque sa corrélation avec les résultats des entreprises est forte. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a fait un peu un chapeau, comme ça. Donc, les spreads, ce qu'on appelle les écarts de rendement, ou si on veut les taux, sont écartés fortement à la hausse pendant la période jusqu'à fin septembre, où les marchés ont souffert, et depuis 10 jours, se reprennent. Alors, quel point d'appui, vous, en gestion? Moi, pour le moment, nous restons un peu à l'écart, en tout cas sur les échéances longues. On a profité de la hausse des écarts de rendement sur les papiers courts pour ne pas cumuler le risque de remontée des taux et d'engranger sur les papiers sur 1 an, voire 2 ans, des spreads qui étaient remontés à des niveaux intéressants. Pour vous donner une idée, on a même osé prendre un peu de Volkswagen. Ah, c'est bien. Parce que ça ne rapportait rien. Et ça s'est bien rapporté quelque chose. Il y a eu une obligation qui était mise à 98%, voilà, qui est tombée à 74, 75. Exactement. Donc tout d'un coup, on peut gagner de l'argent un petit peu, sachant qu'on a confiance sur le fait que Volkswagen s'en sortira, même s'il faut que les actionnaires remettent un peu d'argent. Oui, mais si vous placez du côté obligataire... L'obligataire, lui, il bénéficie d'augmentation de capital. Voilà. Alors, les thèmes d'investissement du semestre. D'abord, première question, est-ce qu'il faut jouer ce qui a beaucoup morflé finalement, les pétrolières, les automobiles, la pharmaceutique, les grandes valeurs, LVMH, L'Oréal, etc. Alors, je ferai un tri entre tout ça. Bien entendu. Je dirais que, d'abord, comme on a dit, toutes les valeurs qui dépendent des matières premières, moi, j'ai du mal à savoir où vont les matières premières. Je cite toujours l'exemple du patron de Morel et Prom,
qui, en juin de l'année dernière, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien les marchés, il a été patron de banque, etc., le Mozart de la finance. Le Mozart de la finance. Bon, il a décidé en juin de l'année dernière d'arrêter de vendre à terme sa production de pétrole, alors que le pétrole était à 110 à peu près à ce moment-là, considérant que qu'il n'y avait pas de risque à ce niveau-là. Voilà. Et que peut-être que le pétrole allait monter, qu'il allait avoir un manque à gagner. Bon. Moi, quand je vois que des gens qui sont sur les marchés comme ça, qu'ils arrivent à se tromper à ce point-là, oui. Je me dis que moi, pauvre petit gérant, donc dans mon fauteuil, ce qui est lié aux matières premières, je ne jouerai pas. Voilà. Maintenant, sur le reste, pourquoi est-ce que ça a baissé? Alors, c'est ça qui est intéressant. Je prends l'exemple du luxe. Bon, le luxe a beaucoup baissé à cause des craintes sur la Chine, etc. Ce qu'on constate quand même, c'est que la consommation en Chine tient bien. Oui. Et c'est valable aussi pour l'automobile, ça. L'automobile, on voit très bien que les résultats en Europe sont très bons, les résultats aux États-Unis sont très bons. En Chine, ça va moins bien, mais ce n'est pas l'écroulement. Donc je crois qu'on a exagéré un peu. Et en Chine, ce qui a tapé le plus, c'était le très haut de gamme, puisque ça, c'était une volonté politique. Oui, donc Audi, et qui Audi en a repris en plus un peu plein la figure voilà. récemment. Alors maintenant, se rajoute à ça le facteur Volkswagen. Ça, c'est un facteur qui peut avoir un impact très important, peut-être sur les politiques diesel de pays comme la France. Donc Renault et Peugeot. Donc Renault et Peugeot sont très exposés puisqu'ils sont très. Mais vous auriez tendance à en faire quand même? Alors moi je préfère aujourd'hui jouer plutôt les équipementiers parce que je me dis que les équipementiers pourraient bénéficier de modifications dans la réglementation sur les émissions ou autres, ce qui peut être un coût au contraire pour les constructeurs. Vous avez un nom? Moi, j'aime beaucoup Valeo. Je trouve que c'est la plus belle. Valeo Faurecia. Alors, les thèmes d'investissement pour jusqu'à la fin de l'année? Alors, les thèmes d'investissement jusqu'à la fin de l'année, je crois que quand on est dans des marchés très volatiles comme ça, il faut essayer de se raccrocher à quelque chose. Le rendement est toujours un élément qui est très intéressant, surtout en période de taux très très bas. Deuxièmement, les sociétés qui bénéficient de la reprise en Europe et qui ne sont pas trop exposées aux problèmes en Asie, oui. comme la consommation, je dirais, si je devais citer un troisième secteur, je crois que la pharmacie a trop souffert. Vous ne craignez pas le débat américain, le débat électoral américain où ça peut être un thème, le prix des médicaments? Oui, mais j'ai l'impression quand même qu'on est quand même sur un train de vieillissement de la population, que les médicaments, c'est quand même des produits dont on ne peut pas se passer, et des sociétés qui payent de très bons dividendes. Bien, alors une approche de l'allocation d'actifs, rapidement. Je peux vous dire la nôtre. Oui, parce que vous avez un fonds, notre fonds patrimonial. Cet été, nous sommes sortis à la fois de nos positions sur les marchés émergents et sur le Japon. Le Japon, c'est quoi? C'est l'effet domino C'est l'effet domino de la Chine, puisque le Japon bénéficie beaucoup des investissements chinois en matière d'industrie. Donc, nous sommes essentiellement sur l'Europe aujourd'hui, à hauteur de 47%. C'est précis. Auquel il faut rajouter une exposition indirecte aux actions par les obligations convertibles. Les convertibles représentent 7% aujourd'hui de notre allocation d'actifs. On a 4%, plus 4%, à peu près 8% d'exposition sur les devises, et essentiellement sur le dollar. Donc on reste aussi sur le dollar. On a réduit notre stratégie crédit, qui ne fait plus que 11%, et on est assis sur un matelas de cash aujourd'hui qui fait 27%. Ah oui, donc et qui est important. Ça reste prudent. Mais ça fait partie de notre stratégie. Oui, moi, si vous voulez, on est à peu près à plus 6 aujourd'hui depuis le début de l'année. Si on arrive à terminer l'année à plus 7, plus 8, je serais content. Et donc, je n'ai pas envie d'exposer à trop de risques nos actionnaires. Nous passons au conseil.
Alors, Christian, donc on va appliquer un peu toute la stratégie, toute l'étude que nous avons eue, vos axes de gestion, un achat, s'il y en avait un. Alors, il y en a beaucoup, mais je crois que le Crédit Agricole a été très délaissé. Je crois qu'on a, depuis l'annonce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur les changements de gouvernance. Oui, entre finalement les actionnaires qui sont les caisses régionales et puis voilà, ils sont dans une situation compliquée. C'est un animal bizarre puisque ce qui est coté est le bien commun des caisses régionales. Et donc, on en revient toujours à cette histoire de comment organiser les relations entre dans un système mutualiste où il ne faut pas oublier que le CASA n'est pas la holding de tête du groupe, mais c'est l'inverse. C'est la filiale. Et les sociétés de tête, qui sont les caisses régionales, ne sont pas cotées. Donc, alors, bon, moi je crois qu'on a exagéré sur la baisse du cours. Je vous rappelle que un peu avant l'été, le Crédit Agricole était à peu près à 15 euros. On est retombé à 10 au plus bas fin septembre. Et là, on est revenu à 11,5 à peu près. À ce prix-là, ça valorise les actifs du Crédit Agricole à 60% à peu près des fonds propres. Ça veut dire qu'on ne donne aucune valeur au fonds de commerce. Si on enlève tout le goodwill, ce qu'on appelle les actifs non tangibles, on arrive à un ratio de 90%. Pour vous donner une idée, les banques européennes, on se situe plutôt aux alentours de 110. Donc 20% de décote par rapport pour une banque qui est très solide, qui a très bon ratio, et sur lequel la pérennité du dividende ne me semble pas du tout en cause, et qui donne un rendement actuellement de 5,5%. Donc c'est beau. Bien. Alors ça, c'est votre conseil. Qu'est-ce qu'il faut vendre, arbitrer, éviter ? Je crois que le dossier d'Air France est trop compliqué aujourd'hui. C'est une incertitude qui est trop grande. Je pense qu'Altis, la holding de tête du groupe DAI aujourd'hui, je trouve que vraiment ce groupe est tellement endetté que l'actionnaire qui a déjà été sollicité court un risque non négligeable d'être ressollicité. Et c'est vraiment comme ça que ça se finit si on n'arrive pas dans les mois à venir. Donc, je ne toucherai pas à ces deux sociétés, en tout cas. Alors, pour finir, un joker. Alors, joker, moi, j'aime bien les sociétés qui sont dans des secteurs solides, qui ont des bons carnets de commandes et qui subissent un accident de parcours. Parce que ce sont des sociétés qui ont les moyens de se relever et donc, quand je vais vous citer mon joker qui est Zodiac, pour vous citer, ça a secoué, ça a un peu secoué. Ça a secoué fortement. Ils ont des sièges d'avion, mais il fallait mettre sa ceinture. Voilà, il fallait mettre sa ceinture. Pour vous donner une idée, entre le plus haut du mois de mars et le plus bas du mois de septembre, le titre est divisé par 2. Oui. C'est de 50%. Au plus haut, on va être 36, on est tombé à 19. On est remonté maintenant à 23, ce qui est à peu près le cours du lendemain du jour où ils ont annoncé donc tous leurs problèmes de fabrication de sièges aux États-Unis. Donc on est bien au courant du problème. D'un côté, un carnet de commandes très important. Trop important. Oui. Peut-être trop important. Oui. Et un point important aussi, des nécessités de mise au point de nouveaux sièges pour s'insérer dans des nouveaux avions. Alors, chaque fois que vous faites un nouveau siège, c'est compliqué. Oui, donc, là, il y a un gros investissement. Donc, il y a un problème. C'est aux États-Unis, apparemment, qu'ils ont connu leurs problèmes. Bon, il y a eu des changements de management chez eux. Ils ont fait rentrer... Oui, parce que c'était un problème de chaîne de production. Donc, de chaîne de production. Bon, alors, il y a une compagnie aérienne qui est American Airlines qui a décidé d'annuler une commande. Donc, la bourse a craint que ça ne fasse boule de neige et qu'il y ait des annulations de commandes qui se
Oui. Elle a craint ça, d'autant qu'il y a des couvertures dollars. Donc il y a un moment où on se dit ils vont avoir couvert des contrats qu'ils ne vont pas exécuter. Zodiac se couvre peu sur le dollar, hein, par rapport à... Si on prend les deux grands équipementiers qui sont Safran et Zodiac, Safran, couverture systématique sur le dollar, c'est pas le cas de Zodiac. Mais par contre, là où pour une société plus petite, ça aurait pu être mortel, parce qu'elles auraient vu à ce moment-là leur carrière de commande sur les couvertures blancs, Zodiac, qui fait plus de 8 milliards de capitalisation, est une société qui a en elle les ressources de se redresser. Et je crois que la bourse l'a très maltraité. Pour vous donner une idée, on cote à peu près 23 en ce moment. Nous, notre objectif serait plutôt d'aller à 33. Ah, mais donc, voilà, donc il y a 50%, un bon potentiel. 50% de potentiel. Voilà. Pour vous donner une idée, quand même, on se traite aujourd'hui, par rapport aux estimations qu'on peut faire de résultats, s'ils reviennent à des niveaux de fabrication normaux, de l'ordre de 11 fois les résultats 2017, ce qui est pas cher pour une société dans ce secteur. Ce qui est quand même une star. Et 13 fois 2016. Donc on est revenu à des niveaux de valorisation qui sont très raisonnables pour le secteur. Christian, merci. Christian Générac, merci. C'est mon plaisir. Et rendez-vous la prochaine fois.